Bonjour à tous, donc je vous retrouve pour une vidéo sur l'esclavage et surtout sur le bonnet phrygien. Donc dans la séance 6 de cette semaine en cours de latin, je vous avais un ensemble de documents qui vous parlent donc de l'affranchissement à Rome, donc du chemin vers la liberté quand on est esclave. Donc vous avez, c'est une spécificité romaine, vous avez le statut d'un affranchi qui peut sur plusieurs générations ensuite atteindre des droits quasiment équivalents à ceux d'un citoyen. Vous avez aussi l'exemple de Spartacus, vous avez un décret d'affranchissement, et dans le cas de cette séance, il était intéressant de parler donc du bonnet phrygien, qui est à l'heure d'aujourd'hui encore un symbole de liberté. Donc vous avez toute une page sur le symbole de la liberté, et donc vous avez des représentations du bonnet phrygien, et vous avez donc pour cette petite vidéo en supplément. Et je vous laisserai faire un paragraphe sur ce que vous avez compris sur le symbole du bonnet phrygien et comment on est arrivé à ce symbole de liberté. Donc vous avez ici un collage qui date de 1794, je suis la tête un peu tronquée. Donc c'est un collage d'un bonnet phrygien, révolutionnaire, avec la cocarde, qui, donc vous avez ici écrit Souvenir du citoyen CVML, il découvrit la direction des aérostats. Vous avez ici la date, donc c'est le 26 pluviose de l'an 2, un petit peu mieux. Voilà, 26 pluviose de l'an 2, et donc ça correspond au 14 février 1794. Donc ce collage a été fait 10 jours après la déclaration après la déclaration d'abolition de l'esclavage dans toutes les colonies françaises faites par la Convention montagnarde. Donc voilà, vous avez ici également noté le génie mériterait les chaînes de l'autre côté s'il favorisait les crimes des tyrans. Donc vous avez un bonnet ici qui divise, qui divise donc une représentation en carton en deux. Voilà, vous avez vraiment une division en deux. Là, vous avez l'Europe. Vous avez en fait un port à Vauban, vous voyez, avec vraiment les murailles type Vauban en forme un petit peu étoilée. Et donc ce port est bombardé par une montgolfière. On va avancer un petit peu. Voilà. Le port traditionnel français ou européen, une montgolfière qui est de couleur bleue avec, vous voyez, un soleil. Donc en fait c'est une montgolfière assez traditionnelle qui représente la monarchie. Et de l'autre côté du collage, vous avez un aérostat, donc une représentation un petit peu futuriste d'un ballon dirigeable qui va vers les colonies françaises. Donc vous voyez bien le côté exotique avec les palmiers, les bananiers, et qui jette du haut de cet aérostat un drapeau et en fait un papier qui est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Donc on voit très très mal sur parce que j'ai grossi l'image au maximum, elle est très pixelisée, on ne voit pas, mais c'est ce qui est écrit dessus. Vous voyez. Et donc en bas, vous avez un esclave qui court vers cet aérostat pour attraper cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, voilà, qui court donc vers ce symbole de liberté. Donc l'objectif en fait c'est de parler de l'histoire du bonnet phrygien, puisque à l'origine le bonnet phrygien n'a absolument aucun rapport avec la liberté. Vous avez même un historien qui dira en 1793, je crois, qu'il y a bien peu de rapport entre le bonnet phrygien et la liberté, puisque le bonnet phrygien est un symbole d'Asie et qu'à cette époque-là il n'y avait pas de liberté en Asie. Et d'ailleurs voici où est la Phrygie. La Phrygie se trouve vraiment en Asie mineure, donc pour vous donner une idée, la trace c'est en Grèce. Donc en fait la Grèce elle est là. Voilà. Troade, c'est Troie, donc la cité de Troie est ici, la fameuse cité de Troie qui avec le cheval de Troie qui combattit la Grèce. Et donc la Phrygie est plus vers l'intérieur des terres. Et donc à l'origine, le bonnet phrygien, c'est le bonnet des prêtres de Zoroastre et ensuite de Mitra. Donc Mitra, vous en avez une représentation dans votre cours. Donc voici le dieu Mitra. Donc là, c'est une représentation de Mitra tauroctone, donc qui terrasse un taureau, vous voyez, qui est en train de l'égorger. Et donc vous voyez bien, on va s'avancer, hop là, le bonnet phrygien. Donc sur votre cours, vous avez même la liberté guidant le peuple de la croix juste en dessous pour voir vraiment le dessin, la forme du bonnet est exactement la même. Donc le bonnet phrygien, ici. Vous avez encore ici une mosaïque représentant Orphée à la lyre, qui porte également un bonnet phrygien. Vous remarquerez qu'il n'est pas rouge, il est plutôt marron ici. Et
ici, vous avez donc une autre mosaïque qui représente les rois mages. Donc Balthazar, Melchior et Gaspard. Vous avez ici l'étoile du berger. Et donc c'est la fameuse scène où les trois rois mages amènent des présents pour la naissance de Jésus. Et donc ces rois mages sont des rois orientaux. Et donc ils sont représentés avec le bonnet phrygien. Donc traditionnellement, le bonnet phrygien représente des personnes qui viennent d'Orient. En Grèce, tout ce qui n'est pas grec forcément est étranger et barbare, mais en tout cas quand ça vient de l'Orient, donc du Orient un peu plus proche, on le représente avec un bonnet phrygien. Et jusqu'à l'an 1000, à peu près, on va représenter les orientaux avec des bonnets phrygiens. C'est après que viendra l'image du turban et du bonnet phrygien, ce sera moitié-moitié, mais en tout cas jusqu'à l'an 1000, c'est le bonnet phrygien qui prédomine dans la représentation des personnes orientales. Ici, vous avez donc un cratère. Donc c'est un vase qui sert à mélanger le vin pour le servir lors des banquets, qui représente une scène de l'Iliade. Donc c'est Paris qui se présente devant Hélène. Vous l'avez dans votre cour, vous l'avez ici en plus gros. Et donc Paris est ici, et vous voyez qu'il porte un bonnet phrygien, tout simplement parce qu'il vient de Troie, que Troie est en Orient, et donc il a une représentation traditionnelle d'un personnage oriental pour l'Antiquité. On le reconnaît tout de suite comme ça. Et ici, vous avez, rien à voir finalement, une pièce romaine avec marqué Libertas Publica. Et donc, vous avez la représentation de la déesse Libertas, ici. Et donc, la déesse Libertas porte là un bonnet. Donc, c'est pas du tout un bonnet phrygien, c'est un bonnet qui s'appelle le piléus. Et le piléus est un bonnet qui est offert par un maître à son esclave lorsqu'il choisit de l'affranchir. Et donc ce bonnet s'appelle le piléus parce qu'il est fait à base de poils. En fait, il est fait à base de poils que l'on mélange avec de la colle pour en faire une sorte de feutre. Donc le feutre, c'est un tissu que vous trouvez encore, qui existe encore. Alors c'est pas du poil humain qu'on utilise, c'est des fibres de tissu, des fibres de plastique, mais ça reste le même principe. Ce n'est pas un tissu qui est tissé, donc avec des fibres qui se croisent, mais qui est collé, donc il est assez rigide. Et on en faisait un bonnet qui s'appelait donc le piléus parce qu'il était fait à base de poils. Jusque là, tout est logique. Et c'est aussi un bonnet, donc on voit pas très bien, mais c'est aussi un bonnet qui est recourbé vers l'avant. Donc il a une petite pointe, mais il est blanc. Et donc la déesse Liberta, la déesse de la liberté romaine, porte soit le tien, le piléus, soit le porte au-dessus d'une pique. C'est même une représentation qui est un peu plus traditionnelle et qui explique pourquoi en fait on retrouve pendant la Révolution française énormément de représentations de bonnets au bout d'une pique. Sauf que ce n'est pas le piléus, c'est le bonnet phrygien, alors que le bonnet phrygien n'a absolument aucun rapport à l'origine avec la liberté. Donc on va voir ça justement. Voilà, ici vous avez un bonnet phrygien rouge de révolutionnaire. La question c'est comment on est passé d'un bonnet phrygien, qui est un bonnet qui représente l'Orient, à ce symbole de liberté. Et en fait c'est à cause d'une confusion. Donc ici vous avez une gravure qui représente l'abolition de l'esclavage de 1794 et vous avez, hop là, ici, donc des fameux bonnets au bout des piques. Alors on ne voit pas du tout, vraiment, sauf peut-être celui-ci, et encore, que ce sont des bonnets phrygiens, ça ressemble surtout à des bonnets, et il faut savoir qu'à l'origine, les sans-culottes, les révolutionnaires, avaient des bonnets, tout simplement de simples bonnets de laine. Ils n'ont pas été rouges tout de suite, ils n'ont été rouges qu'à partir de 1791-92, c'est à ce moment-là que la couleur rouge s'est généralisée, mais à l'origine c'était simple bonnet de laine. Les personnes qui étaient les bourgeois ou qui étaient un peu plus haut placés ont porté des bonnets phrygiens parce qu'ils étaient plus faciles à distinguer du simple bonnet de laine, mais il faut être honnête, un bonnet phrygien c'est compliqué à faire, à tricoter avec la petite courbe en avant. Donc clairement le tout venant n'avait pas de bonnet phrygien, il avait un bonnet de laine classique dont la couleur rouge s'est généralisée après comme symbole. D'ailleurs, les historiens ne sont pas encore tout à fait d'accord pour dire d'où viendrait ce choix de couleur rouge. Certains diraient que c'est tout simplement un choix parce que c'est une couleur qui est extrêmement visible et que quand il faut choisir un signe de ralliement, il vaut mieux choisir quelque chose de visible. D'autres disent que c'est parce qu'il a fallu choisir une des trois couleurs de la cocarde, donc bleu, blanc, rouge, le bleu étant la couleur royale, on aurait pris le rouge. Certains parlent que le rouge, c'est parce que c'est une couleur vive, entraînante, qui correspond à la flamme de la liberté, à l'avancée du peuple, etc. D'autres qui sont anti-révolutionnaires diront que c'est la couleur du sang qui correspond à tout le sang qu'a fait couler les sans-culottes, etc. Mais en tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir de 91, la couleur rouge, elle se généralise.
Et donc ici, vous avez la représentation de la liberté avec un bonnet phrygien rouge, un vrai bonnet phrygien rouge, qui va être couronné d'une couronne de laurier qui représente donc la victoire. Donc c'est la victoire de la liberté avec l'abolition de l'esclavage. Donc 1794, c'est la première date de l'abolition de l'esclavage. Ça n'aura pas duré longtemps puisque Napoléon va remettre l'esclavage, lorsqu'il va être au pouvoir en 1804 pour des raisons économiques, puisqu'en fait l'esclavage permettait de baisser le coût du sucre. Il vous retrouve également ici le bonnet phrygien sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en haut d'un faisceau républicain. Donc le faisceau républicain, c'est un symbole encore une fois antique. Vous retrouvez exactement le même symbole sur des représentations romaines avec le fameux SPQR. Vous n'avez juste pas le bonnet phrygien, mais vous avez vraiment les faisceaux avec les haches. Donc c'était ce que portait la garde qui protégeait le consul. Donc là voilà, vous avez, c'est un symbole républicain. Donc vous avez le symbole républicain des faisceaux surmonté par le bonnet phrygien avec la petite devise vivre libre ou mourir que vous avez autour de la pièce. Ici vous avez donc une sorte de drapeau. Ici également vous avez encore une fois le bonnet phrygien avec la cocarde. Le bonnet phrygien va même se généraliser comme la représentation de la liberté à la française. Donc ici en fait vous avez une caricature anglaise de la Révolution française. Donc vous avez ici la liberté française et là l'esclavage anglais. Donc en fait ça vous montre que l'abolition de l'esclavage en France a fait perdre énormément d'argent au pays. Donc ce qui fait que la révolutionnaire française ressemble à une vieille sorcière qui est extrêmement maigre, qui a du mal à se nourrir, à s'habiller. Au contraire, l'esclavage anglais permet à l'anglais de manger correctement, d'être bien gros, bien gras. Et donc ce bonnet phrygien, ce symbole de liberté, va se généraliser également dans les pays étrangers et notamment en Amérique latine. Donc là, et en Amérique centrale, donc là vous avez la République du Nicaragua, donc c'est un des symboles de la République du Nicaragua. Ici vous avez un drapeau, donc vous avez là encore, je crois que c'est le Mexique, mais je suis pas sûre. En tout cas vous avez ici le bonnet phrygien, il n'est pas rouge, comme je vous dis la couleur rouge c'est la couleur révolutionnaire, le bonnet phrygien peut être tout à fait d'autres couleurs, ici il est jaune. Là vous avez également un tableau avec la liberté coiffée d'un bonnet phrygien. Et donc, comment on en est arrivé vraiment du bonnet de l'esclave au bonnet phrygien? Alors en fait, c'est donc en 1794, vous avez ici donc l'abolition de l'esclavage, et donc vous avez des représentations d'esclaves de colonies françaises avec un bonnet phrygien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette confusion, on peut même la dater vraiment très précisément en mars 1792. Attendez. Oui, non, pardon, en septembre 1792, vous avez un décret qui va être passé par la Convention, donc un petit peu l'équivalent de l'Assemblée, dans lequel en fait on va abolir la royauté et on va donc définir le nouveau sceau de l'État. C'est-à-dire que avant c'était le sceau monarchique, donc représentation du roi qui marquait sur les papiers officiels, etc. Et donc une fois qu'on a aboli la royauté, il faut trouver un nouveau sceau pour l'État, donc une nouvelle représentation de l'État. Et donc c'est l'abbé Grégoire qui note dans la Convention que le sceau de l'État sera changé par le portrait, donc la France sera représentée sous les traits d'une jeune femme vêtue à l'antique, c'est notre Marianne, debout, tenant dans la main droite une pique surmontée d'un bonnet phrygien ou bonnet de la liberté. Et donc c'est là, avec ce document-là, que le terme bonnet phrygien passe du terme, qu'il y a une confusion entre le terme du bonnet pileus, qui est le bonnet de la liberté, vers le bonnet phrygien comme symbole de la liberté. Alors le choix du bonnet phrygien plutôt que le bonnet pileus, c'est certainement parce que le bonnet phrygien est un bonnet qui est plus représentatif, plus visible, comme la couleur rouge d'ailleurs, donc à choisir, quitte à choisir un symbole de liberté, un symbole de ralliement, a priori le bonnet phrygien est plus esthétique, plus original aussi que le pileus qui est un simple bonnet un peu rigide en feutre. Voilà, et donc dernière représentation un petit peu rapide, même si c'est un tableau extrêmement intéressant. Donc vous avez ici un tableau qui a été fait en 1800, donc quelques années après l'abolition de l'esclavage, d'une servante. Et en fait, ce tableau a été aussi nommé la Marianne Noire. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce tableau représente donc une servante
de la même manière que sont représentés les portraits de nobles, notamment le portrait de Madame de Récamier qui a été fait par David. Donc ce portrait est fait par Marie-Guillemine Benoît, donc c'est doublement moderne et révolutionnaire pour l'époque, puisque c'est une femme qui a peint ce portrait d'une ancienne esclave, qui est devenue donc servante, mais une ancienne esclave, et donc avec une représentation extrêmement moderne de la liberté retrouvée de cette femme.